Il est 8h43 sur Sud Radio. Je vous l'ai dit, on va parler d'affaires Pierre Palmade. On va parler de la réforme des retraites dans un instant avec Éric Revel, Lydia Guérousse et puis vous au 0826 300 300. Mais avant cela, donc plusieurs grands chefs qui vont perdre une étoile au guide Michelin dans une semaine. Le restaurateur Michel Saran, Guy Savoy, Coutenceau aussi du côté de La Rochelle et il y en a d'autres. Nous sommes avec Vincent Ferniaud qui fait son marché chaque week-end évidemment sur Sud Radio, que vous avez entendu encore au Salon de l'Agriculture. Bonjour Vincent. Bonjour Patrick. Bon, pourquoi cette rétrogradation là? Pourquoi oui. C'est la question. Et que doit se poser Guy Savoy, évidemment, aujourd'hui, que j'embrasse, qui est un homme délicieux et un très grand chef. Il faut le dire. Au sommet de son art, c'est ça qui est incroyable. Eh bien, parce que c'est tout l'objet du buzz du Michelin. Oui. C'est de faire parler du guide. Il faut savoir que le guide Michelin, le guide rouge, comme on le surnomme, c'est à la fois un pourcentage minime du chiffre d'affaires du groupe Michelin, dont le métier est de vendre du pneu, pas du guide. Et la majorité de la promo, de l'image qui est faite autour du guide et qui sert à cela. Donc il faut faire du buzz. Et malheureusement, Guy Savoy en fait les frais aujourd'hui. Il n'y a pas que Guy Savoy, hein. Il y en a d'autres aussi, comme Coutenceau, le spécialiste du poisson, par exemple, à La Rochelle. Christopher Coutenceau. Oui. Michel Saran. Alors c'est un mec super en plus, c'est un très grand chef, fils d'un grand chef, qui se bat pour la pêche durable, qui est bien installé dans son terroir de La Rochelle, de Charente-Maritime, et à qui on a donné la 3e étoile il y a quelques années. Donc c'est presque une volte-face un peu incroyable. Et Michel Saran, à la suite de son éviction de Top Chef, c'est un peu une descente aux enfers et j'en suis très triste parce que Michel Saran, c'est aussi un immense chef. Et puis c'est Toulouse, c'est la cuisine du sud-ouest d'Occitanie. Ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais est-ce que quelque part, finalement, on ne va pas taper dans les anciennes générations pour en faire monter d'autres, des nouveaux? Ça a toujours été le cas. On doit se souvenir évidemment de la perte de la 3e étoile du restaurant Paul Bocuse, mais après la disparition du grand homme, ce qui était quand même un peu plus élégant, on parle d'Héberlin, la maison Héberlin qui est au top aussi, comme Guy Savoy en Alsace. Et il faut savoir que lundi, le palmarès du Michelin, la sortie du guide se fera en Alsace justement. Ça a toujours été le truc du Michelin de découvrir des talents. Moi, je pense qu'on peut découvrir des talents en sanctuarisant ceux qui sont des talents éternels. Oui, mais ce qu'a fait le Goemio. Après, évidemment, quand on a une bonne note, on ne l'a peut-être pas non plus nécessairement à vie, quoi. Non, effectivement, on ne la possède pas. C'est pas un bâton de maréchal. Mais c'est pour ça que je vous parlais du guide Goemio, qui a sorti du palmarès en fait de ses toques les plus grands chefs en les sanctuarisant, en donnant une sorte de toque d'or, vous voyez. Eh bien, on pourrait imaginer des étoiles d'or qui soient données à certaines maisons dont on ne parlera plus de palmarès, on ne parlera plus de notation. Merci en tout cas Vincent Ferniaud, vous y reviendrez bien sûr sur Sud Radio le week-end prochain, mais on va en parler aussi d'ici là et notamment tout à l'heure parce que nous serons en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand des Pyrénées-Atlantiques tout à l'heure de 10h30 à midi et demi avec Frédéric Brindel qui aura un chef justement, Christian Etchebest, grand chef basco-béarnais. J'ai bien dit Christian, bien sûr. Quoi, oui, Christian. Sinon après on confond. Il sera son invité tout à l'heure, évidemment sur le stand des Pyrénées-Atlantiques à 10h45. Merci. Puis tiens, j'en profite aussi pour vous le signaler. Vendredi matin, je serai en direct aussi du Salon d'Agriculture sur le stand des coopératives agricoles. Allez, 8h47, on continue de tourner des pages sur l'actualité. Merci Vincent Ferniaud, bien sûr. L'affaire Palmade, ça vous fait réagir au 0826 300 300 avant la réforme des retraites dans un instant avec Éric Revel et Lydia Guérousse. Avec nous, c'est Daniel qui nous appelle du Morbihan, d'Arzon me semble-t-il. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Patrick Roger, bonjour aux auditeurs. Oui, merci de prendre mon appel. Oui, effectivement, je voulais réagir par rapport à ce qu'Elisabeth Lévy disait sur votre antenne. Où, voilà, elle constatait que beaucoup d'auditeurs et d'internautes finalement voulaient l'incarcération absolument de Pierre Palmade. Mais en fait, c'est souvent par méconnaissance de la situation. Pierre Palmade, bien sûr, enfreint la loi, mais c'est avant tout une personne qui est
en fait sous addiction, qui souffre d'une pathologie sévère, et que l'enjeu reste quand même que le procès puisse avoir lieu, et que toutes ces mesures de mise sous protection par les médecins me semblent assez pertinentes si on veut qu'un jour les parties civiles puissent avoir un procès auquel elles ont droit, et permettent également de comprendre cette problématique qu'est l'addiction, parce qu'une personne finalement qui conduit sous addiction, notamment la cocaïne, c'est une personne aussi qui a une vie sociale qui est envahie par cette addiction, et ça les personnes, le grand public le sait très peu, c'est-à-dire que leur vie n'est pas, si vous voulez, séquencée, c'est un tout. Ouais. Bon, et non mais c'est vrai qu'à travers cette affaire Palmade, qui est un peu hors norme quand même, parce qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent dans cette histoire, ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voulait absolument aussi mettre Pierre Palmade en prison, quoi. Oui, en fait, oui, tout à fait. Il y a un désir, peut-être, je ne sais pas, légitime de penser que quand on commet une faute, qu'on enfreint la loi, il faut punir et incarcérer. Mais l'incarcération, c'est à la fois aussi parfois pour la personne comprendre la transgression, comprendre qu'elle a enfreint la loi. Moi, j'étais conseillère pénitentiaire, donc je sais combien le travail de réflexion sur le passage à l'acte est capital en termes de prévention de la récidive, et qu'il se joue aussi beaucoup d'autres enjeux, et que c'est pour ça que c'est évidemment indispensable d'avoir des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, des sociologues qui se penchent sur cette question afin que cette incarcération soit pas, si vous voulez, vue comme entre guillemets comme une vengeance, mais comme, si vous voulez, une punition qui a des vertus. Oui, alors punition qui a des vertus, mais est-ce qu'on peut aller jusque-là, Lydia Guérousse et Éric Revel, d'un mot. Lydia. Moi, j'ai simplement envie de penser à la famille des victimes, rappeler qu'il y a un enfant qui est mort dans le ventre de sa mère, rappeler qu'il y a un enfant qui a le visage détruit, un père qui a subi 7 opérations, qui a eu son pronostic vital engagé, une mère qui est totalement traumatisée, et une famille qui va avoir énormément de mal à se reconstruire après ce terrible drame. Rappeler qu'il y a 800 morts chaque année sur la route à cause de personnes qui ont pris le volant en étant sous l'emprise de drogue. Rappelez que Pierre Palmade a déjà été, non pas condamné, mais a déjà été rappelé à la loi parce qu'il avait déjà eu des conduites extrêmement dangereuses. Et donc moi je trouve que cette décision, pour l'instant il n'est pas incarcéré parce qu'il a eu son problème de santé, un AVC, peut aussi avoir vocation peut-être à atténuer la douleur de cette famille, peut-être le protéger aussi il n'a pas encore été jugé. Non, il n'a pas été jugé. Néanmoins, les faits, je pense que là, sur la présomption d'innocence, on peut quand même... les faits sont là. Mais je pense que les magistrats n'ont pas agi sous la pression des réseaux sociaux ou de l'opinion. Ils ont eu... alors, la décision est arrivée avant son AVC. Ils vont sans doute adapter. Mais je pense que l'incarcération a la vocation à punir, et puis à rappeler qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et aussi à atténuer la douleur des familles des victimes. Vous êtes d'accord avec ce que dit quand même Lydia ou pas? Oui, c'est-à-dire que quand Lydia dit effectivement atténuer la douleur des victimes, bien sûr, savoir que celui qui s'est rendu coupable d'une infraction soit incarcéré. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de doutes sur ça, si vous voulez. Oui, tout le monde pense ça. Mais l'enjeu est aussi de comprendre, et également de permettre la tenue d'un procès dans de bonnes conditions. Et pour ça, il faut que l'auteur de l'infraction soit en capacité, d'assister au procès, de donner des explications, et que effectivement on doit trouver toujours un équilibre, d'autant plus quand il s'agit d'auteurs d'infractions qui sont sous le coup d'une addiction. Ça me semble une affaire très particulière sous cet angle-là. Vous voyez, les profils de délinquants sous addiction. Merci Daniel. Je vous en prie. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Le standard est ouvert, évidemment. Vous pouvez continuer de réagir. D'un mot, parce qu'il nous reste quelques minutes avant de retrouver Christine Bouillot. La réforme des retraites. C'est un nouvel épisode avec l'arrivée au Sénat et des LR qui vont sans doute accompagner le gouvernement. Enfin, on ne sait pas encore, mais ça risque. Lydia Guérousse,
est-ce que finalement les LR ne vont pas... John, si tu... Oui, est-ce que les LR ne vont pas se couper d'une partie de leurs électeurs? C'est très difficile pour les LR parce que la droite sénatoriale qui est menée par Bruno Retailleau est plutôt une droite libérale. C'est la droite qui avait soutenu François Fillon, qui voulait une réforme des retraites beaucoup plus dure. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau la juge déjà trop timide, cette réforme des retraites qui est proposée par le gouvernement. Spéciaux, par exemple. Oui, dès 2040. Entre autres. Alors pour atténuer la chose, il aurait aimé qu'on aille beaucoup plus loin, notamment vers 65 ans initialement. Alors il propose un truc sur les femmes. Moi je comprends pas très bien cette proposition, à partir de 3 enfants et puis un gain très très marginal. Mais ça peut effectivement diviser les républicains qui le sont déjà. Alors Aurélien Pradier a été viré du parti. Il emmène quand même avec lui quelques députés qui pourraient quitter les LR, ça c'est l'aile plus gaulliste sociale, mais au sein des électeurs, certains sont quand même opposés à cette réforme des retraites, parce qu'il y a des électeurs qui sont des électeurs qui ont envie d'une droite populaire, qui ont envie aussi de protection sociale, qui ont du mal au quotidien et qui pourraient être tentés vers soit le Rassemblement national, et ceux qui sont favorables à la réforme des retraites, il y a le macronisme qui leur tend au-delà des retraites, donc Éric Revel, au-delà des retraites, il y a un peu l'avenir des LR qui se joue là aussi au Sénat à travers le texte qui va être étudié. Au Sénat, peut-être pas, Patrick, parce que ils sont solidement installés. Moi, ce que je note même, si vous voulez, c'est que ça fait des années qu'on entend le petit débat, la petite musique, dire à quoi sert le Sénat, que fait-il, etc. Moi, je trouve que depuis quelques mois, le Sénat a le vent en poupe. Vous savez, le Sénat, il a sorti des rapports dont on a beaucoup parlé, sur les cabinets conseils, sur la réforme de la chasse, et là, il est quand même fer de lance, en fait, de cette réforme des retraites, même si, évidemment, avec la navette parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Mais je trouve que le Sénat, toute opinion politique mise à part, a redoré en fait son blason et montre toute son utilité en ce moment. Je pense pas qu'il fera de cadeau au gouvernement sur cette réforme des retraites. Je pense même qu'il peut participer, le Sénat, le groupe LR, autour d'un Bruno Retailleau qui a été quand même un candidat à la présidence des LR, ou bien à redonner un peu de gaz à Éric Ciotti, ou bien à essayer de réunifier ce parti qui est en train de se morceler. Mais moi, je trouve vraiment qu'il faut aussi regarder les choses en face. Et le Sénat joue un rôle qu'il n'a pas joué depuis extrêmement longtemps. On les appelle les sages, les membres de la haute cour, du Palais du Luxembourg. Je trouve qu'ils méritent bien leur nom là, et ils sont en train de faire un peu, depuis leur poste de vigie, les faiseurs de roi sur cette réforme des retraites, et à l'intérieur des LR aussi. Le Sénat ne va certainement pas être une simple chambre d'enregistrement, dans la mesure où la majorité, elle est de droite, elle est républicaine au Sénat, donc ils vont jouer à plein tube leur rôle, ils vont amender, ils vont transformer ce texte. La Renaissance a un poids plus que relatif au Sénat, et puis surtout les sénateurs culturellement ne sont pas dans l'agitation, la quête de buzz comme les députés, donc on n'aura pas le spectacle pitoyable qu'on donnait à voir certains députés, notamment d'extrême gauche de la NUPES. Ils disent les que débats c'est pas seront, ils étaient là pour défendre. Oui, bien sûr. Alors, on peut défendre avec beaucoup plus d'intelligence. La population qui est opposée majoritairement. Oui, à cette bien sûr. réforme. Les Black Blocs, c'est dans la rue. C'est pas à l'Assemblée nationale. Là, c'était un petit peu à l'Assemblée nationale dans leur méthode, mais on n'aura pas ce spectacle affligeant au Sénat. Ça ira beaucoup plus dans le fond. Il y a une culture du dialogue, il y a une culture du débat, et sans doute le texte sera amélioré par les sénateurs avant de retourner à l'Assemblée nationale. Écoutez, on va suivre ça. Merci à vous, Éric Revel, Lydia Guérousse. Dans un instant, merci beaucoup. Dans un instant, ça se poursuit avec Christine Bouillot, qui reçoit évidemment les débatteurs pour débattre des sujets de l'actualité. La partie média avec Gilles Gansman tout à l'heure. Et puis, nous irons au Salon de l'Agriculture avec Frédéric Brindel de 10h30 à 12h30. Je vous l'ai dit, rendez-vous sur le stand des Pyrénées-Atlantiques. Nous y serons également demain soir avec les vraies voix, et puis vendredi matin avec plusieurs émissions jusqu'à André Berkoff le midi, cette fois-ci sur le stand des coopératives agricoles. 8h57, bonne journée à vous. Bon dernier jour de février, puisque nous sommes le 28, et n'oubliez pas de fêter les Romains. Il est 8h50. Sud Radio. Parlons